Bonjour à tous, une signature et vous revient. Les vacances sont terminées. J'imagine que vous avez tous repris le travail, l'école, mais ce sera dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps, Bernard Gérald. Bonjour. Bonjour. Alors Bernard, je t'ai fait venir pour te faire parler de ton travail, de ta passion et savoir un peu plus, en connaître un peu plus sur toi, mais surtout sur ce qui pousse quelqu'un à devenir médecin, parce qu'il s'agit d'un véritable sacerdoce. Oui, alors en fait, quelque part c'est un rêve d'enfant dans le mesure où quand j'étais gamin, j'étais dans un petit village de l'Hérault, le médecin c'est quelque chose de rare, on l'appelait vraiment quand ça tournait très mal. Et j'avais l'impression que quand il arrivait, le miracle rentrait dans la maison, quoi, que rien ne pouvait plus arriver, qu'on était irrémédiablement sauvé. Cette opinion, je l'ai abandonnée lorsque j'ai été médecin moi-même. Et j'avais une admiration pour les médecins. Bon, par la suite, après, j'ai fait mes études secondaires, etc. Et en même temps, j'avais une passion pour le domaine des sciences. Donc j'étais rentré à la fac des sciences. J'ai fait une maîtrise de sciences et ayant abandonné un petit peu l'idée de médecin, etc. Et puis j'ai rencontré ma femme qui m'a dit mais tu devrais absolument faire tes études de médecine. Alors les coïncidences ont fait que avec ma maîtrise de sciences j'ai eu un pont qui m'a permis de rentrer directement en deuxième année de médecine. La maîtrise de sciences m'a permis d'être enseignant à la fac de médecine en physiologie. Je me suis autofinancé mes études et je me suis retrouvé médecin, pour mon plus grand bonheur, parce que c'était un rêve d'enfant, mais je ne sais pas, quelque chose me freinait, j'étais un petit peu complexé, peut-être un complexe d'infériorité qui me disait tu n'y arriveras pas, enfin bon. Et finalement, donc, j'ai été médecin. Et donc au début, bon, on exerce sans passion parce qu'on est plus mu par l'angoisse de ne pas bien faire les choses, d'être performant et de ne pas tuer trop de monde à la fois. Et puis petit à petit, on rentre dans la confiance du colloque singulier entre les patients et le médecin lui-même. Et c'est quelque chose qui est très enrichissant. Et finalement, après 51 ans d'exercice, mes patients, c'est un petit peu ma famille. Il y a une relation de confiance absolue entre nous. Et c'est la raison pour laquelle, à 78 ans, je suis toujours là et je pense que je cesserai d'être là si je suis malade ou mort, parce qu'après, c'est beaucoup plus difficile d'exercer dans ces conditions. Alors, ce qui ressort sur ta signature, hein, c'est une très grande rigidité, donc un très grand sérieux, une capacité de réflexion importante, mais il y a une part de toi qui est complètement placée dans son imaginaire et qui, ça doit te ressourcer d'ailleurs, et un besoin de créativité, de bouger, de... Ah mais alors, vraiment, tu vas dans le cœur du sujet. Parce que je suis un créateur en fait dans l'âme comme j'ai peu de temps à moi, j'ai le week-end, le samedi après-midi, le dimanche, et donc je m'investis dans le bricolage mais créatif. Donc je fais de la maçonnerie, de l'électricité, la plomberie, des objets un peu originaux quand je le peux, mais j'ai ce besoin de créativité. Et ce besoin, je le satisfais lorsque je commence un chantier, quelque chose, et puis avant que ce soit fini, déjà j'envisage autre chose, ce qui fait que je ne finis pas ce que j'ai commencé, je me fais engueuler par ma femme. La maison est un chantier permanent, mais je suis surpris et scotché de voir que tu as déjà décelé à travers la signature, tu as décelé cette chose-là. Et d'ailleurs j'ai toujours entrepris, y compris dans mon métier,
au niveau du travail collectif entre les professionnels. J'ai fait du syndicalisme où j'ai été assez innovateur pour certaines choses. J'ai créé une fédération de formation médicale continue pour les médecins du Pays d'Arles. Là, j'ai monté la première communauté professionnelle territoriale de santé de la région PACA. Et j'ai toujours innové. Et j'ai innové en particulier dans le Covid. J'ai été le premier ex-aequo avec médecin de Miramas à monter toutes les mesures qu'il fallait monter en urgence au moment du Covid, à savoir faire des consultations externalisées dans des gymnases, etc., pour sécuriser les populations et assurer le suivi. Et tout ça, ça fait partie de ce besoin de créer, d'innover, et avec le revers de la médaille qui est un petit peu délétère, qui est dès que c'est bien monté, que ça, tout est prêt pour que ça tourne en rond, vite passer à autre chose. Voilà. Ouais. C'est plus créatif, on a besoin de passer à un autre. Ce qui ressort également, c'est ce besoin d'évasion. Alors, je ne pense pas que tu aies pu le satisfaire vraiment, parce qu'avec un métier comme le tien, on est quand même très occupé, mais un besoin d'évasion. Alors, est-ce que tu le fais à travers cette créativité, ou tout simplement en écoutant de la musique, ou en admirant un paysage, je ne sais pas, mais il y a un besoin à un moment donné de tout lâcher et partir dans ta tête ou partir physiquement? Alors oui, uniquement dans la tête, physiquement, pour différentes raisons, je ne peux pas, ou je ne m'investis pas pour pouvoir le faire, mais le besoin d'évasion, je le satisfais en particulier dans la découverte des autres. Le fait de découvrir les sagas des familles que je soigne, qui sont pour la plupart devenues des amis, c'est quelque part une évasion, parce qu'on découvre, la vie est une aventure. Enfin, pour moi, la vie est une aventure, et de découvrir l'aventure de la vie des autres, y compris lorsqu'elle est surprenante, parce j'observe des situations qui sont catastrophiques, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et puis la vie est infiltrative. Des gens qui étaient dans des situations extrêmement catastrophiques s'en sont sortis avec une espèce de résilience, contrairement à tout ce qu'on pouvait imaginer. Et donc le fait de découvrir les autres, de partager leur histoire, de voir leur propre aventure à eux, c'est quelque chose qui est enrichissant. Et s'agissant de la vie qui est une aventure, je dois dire que lorsque j'ai décidé d'être médecin sur l'impulsion de ma femme en particulier, je l'ai rencontrée à la fac des sciences, ma femme, quand j'étais à la fac des sciences. Et c'est tout à fait un jeu de hasard si je suis là aujourd'hui, si je suis médecin aujourd'hui, parce que quand je suis arrivé à la fac des sciences, timide que j'étais, je suis un petit peu mal, mais timide que j'étais, je suis monté par l'arrière de l'amphi pour arriver en haut et pas devant tout le monde en bas. Et je suis arrivé, et du monde, il y avait un côté fenêtre, un côté mur. Pendant 5 minutes, j'ai hésité à mettre côté fenêtre ou côté mur. Bon, côté fenêtre, il y avait une fille qui paraissait sympa, mais qui paraissait ne pas être perdue pour tout le monde. Donc, je suis allé de l'autre côté, et là j'ai rencontré des filles qui étaient là, qui sont devenues des amies, et dont l'une était une amie de ma femme. Et c'est comme ça que j'ai connu ma femme, et après les choses sont déroulées comme ça. Mais si je m'étais installé côté mur, je serais prof de sciences nat, quelque part, sûrement, parce que je n'aurais pas eu ce coup de pouce qui m'aurait incité à faire médecine. C'est pour ça que quand je dis la vie est une aventure, c'est une aventure dans laquelle il y a, enfin, dont la réussite est liée à la fois dans quel milieu on est. Parce que si on est en Afghanistan, ou si on est dans un quartier parisien extrêmement riche, on n'a pas les mêmes chances de départ. On peut naître avec la santé ou pas la santé, un handicap, etc.
Et puis après, une fois qu'il y a ce point de départ de la naissance et des conditions d'éducation initiale qui sont posées, à ce moment-là, c'est les jeux du hasard et de l'usage qu'on fait des faits du hasard, des événements du hasard, de l'usage qui fait que l'aventure de la vie continue. Voilà. Puis il y a le caractère qui est quand même là, parce que je dis toujours demain est un autre jour. C'est vrai, demain est toujours un autre jour, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Et ça peut faire tout basculer dans un sens ou dans un autre. Évidemment. Et il est vrai que tu peux voir des gens dans des situations extrêmement précaires, extrêmement difficiles, qui tout d'un coup rebondissent au fait du hasard, d'une porte qui s'ouvre. Mais est-ce que c'est vraiment le hasard? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ne l'ont pas quelque part induit parce qu'ils l'ont voulu? Et tout d'un coup, tout bascule. Mais j'accorde une grande importance au hasard parce que au hasard, mais comme le hasard il est imprévisible, je pense qu'il faut cueillir le bonheur du jour. Surtout qu'à mon âge, il n'y a plus beaucoup de jours dont il faut cueillir l'aube. Et c'est une des raisons pour lesquelles je commence à travailler à 5h30 le matin, je me lève à 4h15. Je me fais traiter de fou par mes confrères et par pas mal de l'entourage. Mais en fait, je leur explique qu'à 78 ans, sur les lignes d'horizon, on sent quand même la mort qui fait des rondes de jambes. En étant médecin, on a tout à fait la conscience qu'elle peut se rapprocher brutalement. Et le fait d'arriver, de se lever pendant la nuit morte et de voir tous les jours le lever du jour, c'est quelque part la naissance de la vie tous les jours à laquelle on assiste. Alors c'est une naissance de la vie qui est célébrée par le camion des poubelles, le premier chien qui aboie, le premier patient qui arrive, etc. Mais ce fait de je précise quand même pour ceux qui ne te connaissent pas que tu fais des consultations à partir de 5h30, c'est ça? 5h30 tous les jours du lundi au samedi. Mais les gens sont déjà devant la porte depuis 5h moins le quart à peu près. Il y en a qui sont des fois depuis même avant, pour passer les premiers alors qu'ils n'ont rien à faire. C'est bon comme ça. Voilà. Non, mais ça m'est arrivé d'avoir une dizaine sur le trottoir à 5h30 le matin. J'ai déjà vu. C'est à la fois gratifiant parce qu'on me dit ils te font confiance, ils sont là à 5h30, ils sont levés tôt, tout ça. Mais de l'autre côté, je me dis il faut les voir quand même, et ça c'est un peu plus pesant. Voilà. Alors une question qu'on se pose effectivement lorsqu'on est médecin, est-ce que c'est pas trop difficile de voir ses patients partir? De les voir partir, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique parce qu'à la fois, quand ils partent, d'abord on se pose des questions pour se demander s'il faut se culpabiliser, si on a loupé quelque chose ou pas. Ça c'est systématique. Il y en a qui savent, ils disent attends, je l'ai vu quand, tout ça, si t'as pas fait. Tu n'étais pas distrait, tu pensais pas à autre chose le jour où il est venu. Non, mais c'est une déchirure. C'est une déchirure et bon, qui est évidemment pas aussi malheureuse que pour les familles, mais quand je suis à la 5e génération actuellement, là, que je soigne. J'ai soigné des fins de grossesse d'arrière-grand-mère, de gamins qui. Voilà, et. Donc il y a un lien, affectif. Qui est affectif qui se crée. Et là, il y a une déchirure affective, bien sûr. Et puis cette notion de comment on est médecin et qu'on a la vie des gens entre les doigts, je pense, on se pose des questions. Ouais. Et alors, toujours pareil, parce qu'on voit qu'il y a une grande sensibilité chez toi, comment tu te protèges de ça? Comment on peut se protéger de la disparition des gens? Parce il est luttable, on peut pas toujours lutter contre la maladie, malheureusement, parfois elle est plus forte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Se protéger, d'abord, il y a malheureusement, on s'accoutume au fait que les gens nous glissent dans les mains. Ensuite, il y a l'aspect religieux et mystique. Moi, je suis catholique et donc je me dis que j'espère qu'ils sont partis ailleurs de manière sécuritaire dans une autre aventure et que leur vie n'est pas tout à fait terminée.
il y a un peu des deux, c'est mitigé, mais en plus, malheureusement, il y a l'habitude de les voir partir. Mais quand ils partent dans des conditions extrêmement dramatiques, comme que l'on a partagé dans notre environnement immédiat récemment, c'est vrai que là, c'est difficile, c'est difficile à admettre. Et après, il y a un travail, je dirais un travail de deuil, y compris pour le médecin, un travail de deuil qui se fait. C'est vrai, parce qu'on se pose toujours la question, c'est vrai que dans les hôpitaux par exemple, on voit des médecins qui balancent des diagnostics de façon très sèche, qui disent aux gens vous avez bien compris, vous allez mourir, etc. Ouais. On peut se poser des questions et se demander si ces gens-là ont une âme, mais je pense qu'effectivement c'est ce que tu dis, qu'à force tu es obligé de te... Oui, alors il y a deux choses, il y a d'abord la personnalité du médecin qui peut être variable d'un médecin à un autre. Et ensuite, il y a la règle maintenant, en particulier dans le milieu hospitalier, la règle est convenue, quand quelqu'un est condamné, parce qu'on fait le diagnostic d'un cancer dépassé, on lui dit vous avez un cancer, vous allez mourir. Et alors ça, c'est convenu de manière collégiale, c'est une démarche qui est convenue, parce qu'il s'avère, selon les études qui sont faites et les expériences vécues, il s'avère que c'est plus, je dirais, confortable pour la victime, pour le patient, de savoir au départ, plutôt que de distiller ce sentiment de mort qui arrive et dont on n'a pas annoncé qu'elle allait arriver. Voilà, donc c'est... voilà. Mais ceci étant dit, il y a une façon de leur dire vous allez mourir, mais leur dire en rigolant et leur dire moi aussi je vais mourir, mais on va voir qui parle le premier. Enfin, il y a une façon de tourner un peu en dérision le fait qu'on va partir, et ensuite la qualité de la relation avec la personne qui est perdue, c'est quelque chose qui adoucit son parcours. Si la relation est de qualité, si le médecin il est froid, qu'il le regarde avec un regard glacial, sans un sourire, sans un mot supplémentaire quand c'est le moment venu de dire quelque chose parce que le patient en a besoin, effectivement c'est pas pareil. Moi je suis plutôt affectif et convivial dans la relation, ce qui peut-être adoucit la peine de se voir partir, si tant est que ça puisse être adouci. Ouais. C'est vrai. Tu as quand même vécu l'expérience du Covid. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette période pour toi? Ça a été passionnant pour moi. Comme je suis innovant et créatif, là j'ai bu du petit lait parce que je venais de monter la première communauté professionnelle et territoriale de santé de la région PACA. C'était la 3e de France. Il y en a 460 en France, mais donc en fait l'agence régionale de santé m'avait dit écoutez, on innove avec vous, donc soyez créatifs, faites-moi confiance, je peux l'être. Et le Covid nous est tombé sur le cigare du jour au lendemain, comme ça. Et dans l'immédiatement, évidemment, ça m'a fait mouliner la cervelle à 1000 tours. Et donc, quand il a été décrété là, il y avait le confinement, tout ça, bon, c'est arrivé assez brutalement, que Macron a dit on est en guerre, etc. Donc là, j'ai eu le souvenir du premier instant, un dimanche après-midi, quand j'ai vu que tout était cuit, là, j'ai dit il faut faire quelque chose. Donc j'ai appelé le directeur de l'hôpital et je lui ai dit est-ce que vous pensez qu'on pourrait monter des centres externalisés de consultation pour à la fois pouvoir continuer à suivre les patients à domicile, pas surcharger l'hôpital, etc. Il m'a dit vous êtes fou, l'ARS, jamais vous les laissera faire ça. J'ai dit ça m'est égal, l'ARS, j'en fais mon affaire. Si vous pensez que ça peut être utile, on fait. Donc là j'ai appelé Jean Lin pour avoir le secours du Lions Club pour faire des cases là, avec les stands là, du salon du vin. On a monté ça en 2 jours. J'ai appelé mes collègues, donc 2 se sont chargés de l'aspect sécuritaire, sanitaire, etc. C'était Philippe Guillaume, le dentiste, des infirmières, etc. Et alors on était ça à 4 coups de cœur à peau, c'était le dimanche après-midi, le mercredi on ouvrait le premier centre à la salle des fêtes, là, on a été les premiers en France à le faire,
Et puis après, ça a explosé partout. Hein. Alors nous, on a monté un peu partout dans le truc. Mais ça a été une expérience passionnante. D'autant plus passionnante que, comme j'ai quand même par nature une méfiance des hautes autorités de santé qui recoulent des airs de suffisance dans les salons dorés parisiens, qui ont jamais mis le nez sur le terrain, je sentais qu'il allait y avoir peut-être une vengeance à l'égard de ces gens-là qui nous donnent des instructions alors qu'ils ne savaient pas du tout comment ça se passe sur le terrain. Ce qui a été le cas. Et je dois dire que j'ai un maître qui n'est plus là, en infectiologie, qui est le professeur Raoul, auquel je fais une confiance absolue depuis plus de 30 ans. Et donc, on peut préciser qu'effectivement, avec le temps lui a donné raison. Hein. Le temps lui a donné raison, bien sûr, mais sur l'instant, il s'en est pris plein les gencives. Et donc là, je suis parti dans l'aventure de traiter les Covid, je dirais presque sans masque. Hein, donc je suis rentré dans le tas du Covid, là, à corps perdu, avec des gens qui m'ont suivi, mais seul je n'aurais pas pu, mais heureusement tout le monde m'a suivi. Et donc j'ai commencé à traiter les gens avec le traitement de Raoult, qui avait donné quelques idées au départ. Alors Raoult, malheureusement, a le défaut de communiquer de manière un peu trop excentrique, ce qui a valu quelques problèmes. Et ça a été une expérience passionnante qui m'a permis, au bout du compte, d'avoir, reçu, Giral, petit médecin généraliste à Fontvieille, d'avoir reçu les Covid face à face, soit dans les centres de vaccination, soit à domicile, d'avoir 0 mort du Covid, j'en ai traité 1500. Comme j'ai un petit peu gueulé dans la presse écrite et télévisée, il y a des gens qui m'ont appelé un petit peu partout pour que j'ai soigné le Covid. Donc, sur les 1500 Covid, j'en ai traité 500 par téléphone, à distance. Et j'ai eu le souvenir de m'être fait peur plusieurs fois parce que j'ai le souvenir en particulier d'une dame à Marseille et d'une autre sur l'Aubrac que j'ai mise à distance sous oxygène à la maison. Elle m'appelait plusieurs fois par jour, je leur réglais le taux d'oxygène à la maison. C'est dire, c'est dire l'illégalité dans laquelle j'ai exercé là, parce que c'était casse-pipe. N'empêche que je peux témoigner parce que je t'ai demandé pour une amie à Paris qui avait 87 ans, à qui on a donné du Doliprane, qui était en train d'étouffer littéralement, et tu l'as guéri. Ouais. Voilà, il y en a eu plein comme ça là. Et alors bon, j'étais au plan calendaire plutôt vers la fin de ma retraite, mais si tu enlèves le diplôme, bon, ça sera moins grave, mais ça m'aurait quand même embêté. Et donc je me suis délecté de soigner le Covid contre l'ordre établi, hein, c'était contre l'ordre établi, un traitement qui était interdit. Donc je m'attendais à me faire pêcher le diplôme du jour au lendemain. Et puis je me suis engueulé la veille d'ouvrir le centre externalisé, la salle des fêtes de Fontvieille, la commission externalisée. Je me suis engueulé avec l'ARS pendant 3/4 d'heure au téléphone, ils sont passés tous les uns après les autres, j'ai des pourris. Et je leur ai dit, écoutez, je m'en fous, incarcérez-moi, faites ce que vous voulez, mais j'ouvre le truc. Moi, c'est la vie des gens qui m'intéresse, c'est pas les ondes qui descendent de Paris, de types qui comprennent rien, qui ont jamais foutu le nez sur le terrain. Et alors là, pour moi, c'était un bonheur. En plus, je me suis occupé du Covid agricole. Là, il y avait des esclaves là, qui arrivaient là, avec une société espagnole qui les exploitait. Là aussi, pareil, je suis rentré là-dedans. J'ai vu ce que c'est l'esclavage de nos jours, des types qui. Il y a eu des photos qui ont été diffusées. Je pense que tu les as vu fait passer. C'était terrible. Ouais. Et là, bon, ça a été la période où je me baladais avec la télé dans ma bagnole et j'ai le souvenir d'une journaliste qui avait écrit le docteur Giral m'a pris dans son taco pour aller voir le Covid. J'avais une vieille bagnole. Juste une petite question, mais ce sera une des dernières parce que
12 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a l'impression que à partir de là, tout est joué. Tu ne veux plus qu'on te dicte ta conduite et tu te protèges en te réfugiant dans ton imaginaire. Est-ce que tu as souvenir? Mais attends, tu me dis... À 12 ans, hein, à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'étais en 6e. Alors là, j'étais... à l'âge de 12 ans... non, ce qui s'est passé, j'étais au collège, à Clermont-Lérault, là, près de chez moi. Et comme je sortais des jupes de mes parents, je languissais, j'étais pas très bien. Il s'est rien passé d'extraordinaire, sauf peut-être que je réalisais à ce moment-là que mes parents, qui n'avaient pas le rond, devaient assumer mon éducation, et j'en avais conscience à ce moment-là, et ça me posait problème. Voilà. C'est un vague souvenir que j'ai de cette année-là. Mais du coup, mais voilà, tu suis ta conduite, quoi. Tu décides de te prendre quelque part en charge, mais moralement, j'entends dans un premier temps, mais c'est tout tracé là. Il y a quelque chose qui se dessine, qui se décide. Je me dis, il faut aller de l'avant. Voilà, il faut aller de l'avant, et voilà, moi j'y suis allé de manière plus ou moins efficace au départ, mais voilà, c'était... Et dernière question que je pose effectivement pour chaque corps de métier, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui décide d'être médecin? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Alors, ce qu'il doit savoir, c'est qu'il sache défier l'ordre établi. C'est essentiel. C'est essentiel, parce qu'on est devenus des assistés, on est sous cloche, on est fusillés, on a des kalachnikovs braqués de tous les côtés. Et quand on est médecin, il faut aller regarder les calages, savoir faire un bras d'honneur à l'ordre établi, un bras d'honneur que je fais. Voilà. C'est ce que je pense des ministères, des ministres qui se succèdent et qui sont des pauvres types et qui ne comprennent rien au sujet, qui seront des vainqueurs d'une certaine course à la gamelle. Et donc, non, c'est savoir foncer et faire mépris de toutes les contraintes de l'ordre établi. Ça, c'est essentiel dans la vie, surtout maintenant. Surtout maintenant, ouais. D'accord. Et sinon, tu as un métier que tu conseilles aujourd'hui? Alors, être médecin, bien sûr, d'autant plus qu'on en manque. Alors, c'est vrai qu'on en manque et ça pose question. Et alors, c'est très dur, c'est très dur. Les déserts médicaux dans lesquels on se trouve actuellement, c'est un métier qui est passionnant. Alors, évidemment, tout dépend comment on l'aborde. Il faut l'aborder avec un esprit humaniste, parce que la médecine, pour moi, c'est d'abord de l'humanisme, doublé de connaissances et de technologies et de savoir-faire par la suite. Mais c'est un métier qui est des plus passionnants, et c'est pour ça qu'à mon âge, je suis toujours, et que j'espère être en bonne santé et mourir le plus tard possible pour pouvoir continuer à exercer. J'espère tous. Donc, si dans la signature, tu vois quelques signaux de survie prolongée, essaie de le cultiver. Et de poser les mains sur les signatures pour que ça se réalise. En tout cas, merci beaucoup Bernard. Merci à toi. Je suis très surpris de voir qu'à travers une signature, tu arrives à désosser les gens. Mais là, c'est bien. Hein. Je suis très seule. En tout cas, j'espère que vous aurez tous passé un bon moment comme j'en ai passé un. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.